Aujourd'hui, nous parlerons des top 5 erreurs médicales qui tuent en silence et comment tu vas faire pour les éviter. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 42 millions d'événements indésirés surviennent chaque année parmi les 420 millions d'hospitalisations dans le monde. Dans les pays à faible moyen, comme le Bénin par exemple, on estime que 134 millions d'effets indésirables surviennent chaque année, contribuant à environ 2 600 décès. Le pire, c'est que la majorité aurait pu être évitée. Certaines erreurs sont visibles et brutales, alors que d'autres sont invisibles, sournoises et silencieuses, et se glissent souvent dans les procédures et les habitudes. Et on ne les voit que quand c'est déjà trop tard. Dans cette vidéo, nous parlerons des 5 top erreurs silencieuses qui continuent de tuer les patients tous les jours sans faire la une des journaux. Dans cette vidéo, vous découvrez comment un médicament peut devenir une arme fatale. Vous verrez aussi comment une erreur de diagnostic peut vous coûter des années de vie et surtout, nous parlerons de comment vous allez faire de façon concrète pour éviter d'être victime de ces erreurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de Marion, une dame remplie de vie, en bonne santé, une dame de 24 ans qui est sortie, elle a eu une entorse, elle s'est rendue à l'hôpital pour le traitement et 2 semaines plus tard, elle est décédée. Vous allez voir comment tout ceci aurait pu être évité. Comme je le dis, Mariotte est une jeune dame de 24 ans, très enthousiasmée, en pleine santé, et elle est sortie un soir avec ses amis et elle est tombée, elle a une entorse. Elle s'est rendue à l'hôpital pour se faire traiter et on l'a immobilisée et on l'envoie à la maison pour se reposer. Rien de grave, aucun traitement extraordinaire. Sauf que 2 semaines plus tard, Mariotte commence par se sentir essoufflée. Elle sent des douleurs, elle n'arrive plus à maintenir sa respiration. Elle s'est rendue à l'hôpital et elle a décrit tous ses symptômes. Sauf qu'on lui a dit que c'est de simples stress dus à ses blessures. Mariotte retourne à la maison, mais les symptômes persistent. Jusqu'à un moment où Marion est tombée et ne se relèvera plus jamais. Ce que personne n'avait vu, c'est que Marion avait développé la phlébite. Des caillots de sang se sont formés dans ses jambes à cause de l'immobilisation. Les caillots de sang ont quitté ses jambes jusqu'à ses poumons et a causé une embolie pulmonaire massive. Et Marion est décédée sur le coup. Tout ceci aurait pu être évité. Une bonne question posée au bon moment. Une simple injection d'anticoagulante et Marion serait encore avec nous aujourd'hui. C'est pour cela que cette fois-ci, je ne veux pas seulement vous alerter, mais je veux vous armer pour que vous puissiez éviter d'être le prochain victime. Voici maintenant les 5 top erreurs médicales silencieuses qui tuent presque tous les jours et ce que vous devez faire pour les éviter à tout prix. Parlons des erreurs médicamenteuses. Imaginez-vous dans un restaurant rempli de clients. Il y a beaucoup qui devaient être servis, chacun avec ses interdits, ses préférences et ses allergies. Maintenant, imaginez-vous que le serveur arrive devant vous et vous donne le mauvais plat. Vous êtes allergique aux arachides et on vous donne un plat avec la sauce d'arachide. Vous mangez, vous tombez en syncope. Remplacez ce restaurant par l'hôpital. Le serveur par un soignant de l'hôpital et maintenant le repas par un médicament qu'on ne vous a pas prescrit. Le médicament d'un autre patient qu'on vous injecte. C'est arrivé à un patient qui s'est rendu à l'hôpital pour un traitement. L'infirmière rentre dans la salle, prend le dossier de mauvais patient et injecte à ce monsieur
une dose de sédatif qui ne lui est pas destinée. Le monsieur rentre directement en coma avec des séquelles neurologiques irréversibles. Alors, tu me diras que tu n'es pas un médecin. Comment tu peux savoir? Oui, tu as raison. Mais tu peux faire une chose, tu peux poser une question. Tu peux demander chaque fois quand quelqu'un veut te soigner, pouvez-vous me rappeler ce que vous voulez m'injecter et pour quelle raison, s'il vous plaît? Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas confiance. Vous êtes seulement vigilant. Vous êtes en contrôle de votre santé et c'est normal. Tu vas à l'hôpital pour te faire soigner et tu ressors plus malade. As-tu jamais entendu parler des infections nosocomiales? Il s'appelle Sylvain, 52 ans. Il s'est rendu à l'hôpital pour une opération de genou. Toute l'opération s'est bien passée. Et 2 jours plus tard, Sylvain commence par sentir des malaises et des fièvres. Sylvain parle de ces symptômes et on dit que peut-être c'est de stress post-opératoire. Mais l'infection progressait jusqu'à ce que Sylvain a eu la septicémie, transporté en réanimation et 10 jours plus tard, il est sorti avec un genou complètement ravagé, avec une infection qui est purement ultra résistante aux antibiotiques et avec une jambe qu'on ne pourra plus jamais opérer. Ce que Sylvain a eu, et ça arrive à beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle infection nosocomiale. C'est une infection qu'on attrape à l'hôpital et environ une personne sur 20 attrape cette maladie suite à une opération ou bien même une simple visite à l'hôpital. C'est des microbes qui circulent dans l'environnement. C'est sur la main des soignants ou bien sur les outils qu'on utilise pour votre traitement. Et ça s'aggrave surtout quand il y a manque de personnel à cause des pratiques non hygiéniques ou bien les équipements mal désinfectés. Alors, tu me diras que tu ne peux rien pour éviter ça, mais détrompe-toi. Voici 3 actions que tu peux prendre quand tu es à l'hôpital pour éviter entièrement ce problème-là. La première chose, c'est d'observer et de voir si le soignant a lavé sa main avant de travailler avec toi ou bien s'ils ont changé leurs gants avant de travailler avec toi. Demande à voir comment on a désinfecté ta salle de soins ou bien tes outils. Fais accompagner par quelqu'un qui peut te surveiller et te superviser si tu veux rester à l'hôpital pour plus de 24 heures. Parce que à l'hôpital, ce sont ceux qui sont vigilants et éveillés qui s'en sortent le mieux. Alors, et si on se trompait sur ce que tu ressens? On interprète mal ce que tu ressens, on ignore ou bien on minimise et on appelle tes douleurs de simple anxiété. Que feras-tu? Ça, c'est les erreurs de diagnostic. Ferme tes yeux pour 3 secondes. Imagine-toi dans un hôpital, devant un soignant. Tu lui expliques tes symptômes, tes maux de tête, tes douleurs atroces dans le thorax. Et à peine le soignant soulève sa tête et il te dit, c'est peut-être le stress. Buvez de l'eau, prenez de paracétamol et reposez-vous. Vous avez envie de lui faire confiance. Vous partez, mais les douleurs persistent. Ce que vous venez de décrire, c'est le début d'un infarctus. Ce n'est pas de stress, ce n'est pas d'anxiété. Les erreurs de diagnostic sont des erreurs les plus courantes avec des séquelles très graves. Parfois, les symptômes sont mal interprétés. D'autres fois, les signaux sont noyés dans les routines. Et bien souvent, les douleurs des femmes, des personnes racisées ou des personnes âgées sont souvent banalisées. Tu peux te retrouver devant un soignant déjà très épuisé et il passe à côté de l'évidence. Et chaque fois que tu passes de temps dans un mauvais diagnostic, c'est un coup qui porte atteinte à ta vie et à la sécurité de ta santé. Laissez-moi vous parler de l'histoire de Claire. Claire est une mère de 39 ans avec 2 enfants. Elle sentait des douleurs brutales dans son abdomen. Elle s'est rendue à l'hôpital et demande à voir un médecin. Elle explique ses symptômes
et on lui dit que c'est des douleurs de règles et de stress. Claire retourne à la maison et 3 jours plus tard, Claire se retrouve à l'hôpital sur la table opératoire avec un appendice perforé. Elle a fleuré la mort. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de ne pas la prendre au sérieux ou de l'écouter. Alors tu me diras que tu n'as pas de solution. Si tu sens que quelque chose ne croche pas avec ce qu'on te dit, demande une seconde opinion, demande à faire des tests supplémentaires et si c'est nécessaire, il faut vraiment pas que tu minimises toi tes symptômes, toi tes sentiments, toi tes douleurs pour faire plaisir aux autres. Rappelle-toi, nul ne connaît mieux ton corps que toi-même. Imagine un mécanicien à qui tu as confié ta voiture. Il fait la réparation et tout, et il oublie de visser un écrou. Tu te mets en route et ta voiture arrête de fonctionner. Maintenant, remplacer la voiture par ton corps. Ce qu'on a oublié, ce n'est pas un écrou, mais peut-être une lame, un couteau, un petit couteau ou bien un outil chirurgical qu'on a laissé dans ton ventre après une opération. Ceci arrive à des milliers de personnes chaque année. Et ceci est dû souvent au stress, au manque de personnel qualifié et surtout de communication. Une dame a accouché son enfant par césarienne et 6 mois plus tard, elle continuait de sentir des douleurs dans son ventre, des douleurs atroces. Elle insiste, elle a parlé à tout le monde. On a dit que c'est des douleurs qui arrivent après l'opération. Sauf que quand elle a insisté et elle a demandé des tests supplémentaires de IRM, quand on a fait IRM, on a retrouvé dans son ventre un objet chirurgical qu'on a oublié d'enlever. Donc, le résultat, c'est qu'elle a suivi une seconde opération. Elle a connu peut-être des infections, difficultés pour que cette plaie se cicatrise et elle est traumatisée à vie avec cette expérience. Alors, c'est impossible pour toi de vérifier ce que le chirurgien fait pendant l'opération. Mais ce que tu peux faire, c'est de poser des questions au début pour savoir les plans de sécurité qui sont sur place et comment ça va fonctionner pendant ton opération. Et après ton opération, rapporter tous les symptômes que tu sens au fur et à mesure qu'elles surviennent. Rapporte tous tes symptômes, que ce soit la fièvre, les douleurs, les gonflements et autres. Rapporte tout ça. Et si c'est nécessaire, il faut demander des imageries pour voir si tu as de problèmes à l'intérieur. Parce que ce que tu ressens peut ne pas être dans ta tête, mais se retrouve encore dans ton corps. Ce n'est pas l'opération qui tue, c'est ce qu'on oublie de faire après l'opération. Avec les expériences, ce n'est souvent pas pendant l'opération que les choses dérapent. C'est après l'opération. Quand le chirurgien t'a refermé et l'infirmier dépose le dossier et toi maintenant tu es dans ta salle de repos, c'est à ce moment-là précis que le drame commence, que le mal frappe. Une dame a fini une opération chirurgicale et tout s'était bien passé. On l'a mis en salle pour se reposer. Sauf que personne ne la supervisait à cause de manque d'employés peut-être. Vous savez ce qui lui est arrivé? Tranquillement et dans sa salle de repos, cette dame a eu ce qu'on appelle hémorragie interne toute la nuit. Et ce n'est qu'au petit matin qu'on l'a retrouvée morte. Les suivis post-opératoires sont vraiment importants, mais souvent sous-estimés. C'est là qu'on pouvait remarquer une infection, une hémorragie, un problème de tension et autres. Mais quand le personnel est débordé, une alerte peut passer inaperçue. Alors, voici ce que je recommande à tous les patients et les proches des patients. D'abord, note toutes les instructions nécessaires, les médicaments, les soins et les signes à observer après l'opération. Demande à avoir un contact direct que tu peux appeler en cas de problème. Et finalement,
Si tu te rends à l'hôpital sachant que tu vas rester pour plus de 24 heures, sois accompagné d'un ami ou bien d'un proche vigilant parce que un proche vigilant est plus efficace qu'un monitoring automatique. L'hôpital sauve des vies presque tous les jours, c'est vrai, mais parfois l'hôpital peut mettre des vies en danger et souvent ce n'est pas à cause de manque de compétences, mais plutôt à cause des erreurs. On pense que l'hôpital est l'endroit sûr et c'est vrai. Il sauve des vies presque tous les jours, mais parfois l'hôpital tue, pas volontairement, mais par erreur, par silence, par automatisme et par surcharge. Maintenant, tu sais que les erreurs médicales les plus dangereuses ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont souvent silencieuses, sournoises et invisibles. Et c'est ça qui les rend plus mortelles. Alors maintenant, fais quelque chose. Abonne-toi, mais pas seulement pour les vues et les likes. Abonne-toi pour que cette chaîne devienne un outil de prévention. Abonne-toi pour que cette chaîne devienne une alerte, une arme de prévention, une voix pour les sans-voix et une voix pour ceux qui n'en ont plus. Et si tu as aussi vécu une erreur médicale, raconte-la dans les commentaires. Parce que le silence, c'est ça qui les protège et la parole, c'est ça qui sauve. Merci. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de partager cette vidéo pour qu'on puisse sauver des vies. Bonne santé à vous tous. Merci. Mon nom c'est Martine Mengbetor. Je suis préventionniste et j'aime parler des erreurs médicales et de la prévention. Merci beaucoup.